Merci Madame la Présidente. Avant d'introduire mon propos, j'aimerais remettre à Monsieur le Président de la Commission nationale des droits de l'homme du Maroc, M. Driss El Yazami, un tableau sur fond de terre ocre, qui est la couleur de la terre du Maroc et de l'Afrique. Le Maroc, la terre du Maroc a la même couleur que la terre d'Afrique. Et un artiste sénégalais a voulu donc peindre symboliquement le banquet de l'universel du président Senghor. Monsieur le Président, si vous le voulez bien. J'ai avec moi beaucoup de documents, j'en ai qu'un seul, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est le cœur du système africain des droits de l'homme, et que le président Senghor a inspiré. Le président Senghor a inspiré beaucoup de travaux de l'Organisation de l'Unité africaine. Il a inspiré aussi la diplomatie des cercles concentriques, comment l'Afrique devrait s'unir, l'intégration par cercle concentrique, et force est de constater qu'aujourd'hui, cette thèse a prévalu. Le Maroc, en janvier dernier, a intégré l'Union africaine. Le Maroc est la 55e composante de l'Union africaine depuis le mois de janvier dernier. Et c'est pour moi l'occasion ici, non pas de décrire le système africain, qui est un triangle de base, avec une cour de justice et de droits de l'homme, avec un comité d'experts africains chargé du bien-être et des droits de l'enfant africain, et avec une commission des droits de l'homme et des peuples. Le temps m'est compté, mais pour dire aujourd'hui, à Rabat, que le Maroc bientôt aura ce petit livre qui s'appelle la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, dans son ordonnancement juridique. Et c'est important de le dire ce matin ici, à Rabat, à l'occasion de cet hommage voulu par Sa Majesté le roi Mohamed VI et mis en œuvre par la Commission nationale des droits de l'homme, mais aussi la Fondation qui nous accueille ce matin. Nous espérons que le Maroc va faire bonne figure et un bon usage de cette charte que nous défendons et que j'espère vous défendrez au Maroc et partout en Afrique. Léopold Sédar Senghor avait un mot aimable pour tout le monde. Je rentre de Yaoundé, où la deuxième session du cours de droit international des droits de l'homme s'est tenue, organisée par la Fondation René Cassin de Strasbourg. Et le professeur Sébastien Touzon m'avait donc demandé d'introduire le système africain des droits de l'homme et des peuples. Et je rappelais aux étudiants de Yaoundé, à l'Institut des relations internationales du Cameroun, monsieur le professeur Noumbé, à l'IRIC, que lors de son passage à l'université de Yaoundé, le président Senghor avait eu ce mot aimable. Il était aimable, Senghor. Il était aimable. Il avait dit aux étudiants de Yaoundé, je ne dirais pas que vous êtes les étudiants les plus sages d'Afrique, mais je dirais que vous êtes les étudiants les plus raisonnables d'Afrique. Voilà l'homme qui avait un mot aimable
Et c'est donc ce matin un honneur insigne et un grand privilège. Et croyez-moi, défenseur des droits de l'homme que je suis, je n'ai pas un jardin pour jeter des fleurs, je n'ai même pas un balcon pour jeter des fleurs. Donc c'est un grand honneur qui nous est fait ici, à moi et à mon organisation, à la Fédération internationale des droits de l'homme, dont le président de la CNDH a été l'un des meilleurs secrétaires généraux. Il faut peut-être ici le rappeler. Senghor, Madame la Présidente, vous l'avez dit tout à l'heure, a contribué sur beaucoup de points au rayonnement de l'Afrique. Il a fait connaître le Sénégal. Sénégal, ce petit pays, ce nez au bout de l'Afrique, qui est la première frontière des États-Unis d'Amérique. Première frontière terrestre avec les États-Unis d'Amérique. Mais il y a une facette que l'on connaît mal de Senghor, sa participation à l'élaboration et à l'implémentation des droits de l'homme sur le continent africain. Et c'est ce Senghor-là que nous aimons. C'est ce Senghor-là que nous chantons, nous, défenseurs des droits de l'homme. En quoi a-t-il contribué grandement à la naissance du système africain des droits de l'homme? Et pourquoi? Tout d'abord, parce qu'il considérait que l'homme devait être l'alpha et l'oméga du développement. Le président Senghor disait que l'homme doit être au début et à la fin de tout développement, parce qu'il était un humaniste, et sa définition de l'humanisme, je l'aime beaucoup, sa définition de l'humanisme, c'est tout ce qui rend l'homme plus homme, tout ce qui humanise l'homme. Et pour Léopold Sédar Senghor, dans tout projet de développement, le but ultime, c'est l'épanouissement et le bonheur des hommes. C'est en cela qu'il a considéré que la négritude est un humanisme. Avec Claude et Georges Pompidou, qui étaient ses amis, il tentera de définir la négritude. Et il leur dit ceci. Il leur dit, mais la négritude comporte un suffixe en itude. Il dit, mais tous les suffixes en itude et en ité visent et signifient l'ensemble des valeurs de civilisation d'un monde précis. Et il exemplifia. La négritude ou la négrité, c'est l'ensemble des valeurs de civilisation du monde noir. L'arabitude ou l'arabité, c'est l'ensemble des valeurs de civilisation du monde arabe. Humaniser la société, tel était son credo. Faire en sorte que les Africains assimilent les autres civilisations, et notamment la civilisation occidentale, portée par le projet colonial, mais sans être assimilés. Assimilés sans être assimilés. C'est la raison pour laquelle il a été au cœur de la création de cette charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Quel était le fond de tableau en 1979 sur le continent africain? Le fond de tableau était fait de guerres fratricides, certains disons ethniques, je dirais fratricides, de violations massives des droits de l'homme. Les 200 enfants de Berango, en République centrafricaine, qui ont été massacrés. Et Amnesty International, à l'époque, avait sorti un rapport accablant qui a suscité l'émoi du président Senghor, qui avait considéré qu'il y avait là, à travers ce rapport venant d'une ONG installée à Londres et qui venait donner des leçons, qu'il y avait une sorte de mépris culturel. Et il avait donc déclenché une commission africaine, celle-là, d'enquête sur les événements de Berango. Et la commission d'enquête conforta la position d'Amnesty International. Que fit Senghor? Il permit à Amnesty International, en 1980, d'ouvrir un bureau à Dakar. Alors que, à l'époque, même jusqu'à présent, les ONG internationales n'ont pas beaucoup le droit de citer dans les capitales africaines.
et que les violations massives des droits de l'homme en Afrique, en 1979, ne faisaient pas bouger l'Organisation de l'Unité africaine, ne suscitaient pas l'émoi des chefs d'État et de gouvernement qui composaient cette Organisation de l'Unité africaine. Mais ces violations massives défrayaient la chronique internationale et donnaient de l'Afrique un visage hideux et ont permis à mon ami Sidiki Kaba, à notre ami Sidiki Kaba, Monsieur le Président, de dire que l'Afrique avait été en quelque sorte le symbole de la violation des droits de l'homme au niveau de la terre. Et les violations massives ont donc porté un coup fatal à l'Organisation de l'Unité africaine. Parce que l'Organisation de l'Unité africaine était décrite comme un club de chefs d'État qui se soutenaient mutuellement et qui se protégeaient. Et leur silence nourrissait les violations des droits de l'homme. Et c'est donc dans ces années 70, 80, que va commencer l'élaboration, la mise sur pied de ce système africain des droits de l'homme. Un grand juriste, un avocat, défenseur des droits de l'homme, Maître Demba Diallo, qui a été le premier président de l'Association malienne des droits de l'homme, premier président de l'Union interafricaine des droits de l'homme, dont j'étais le secrétaire général, disait que dans les années 70, lorsque vous parliez des droits de l'homme, en Afrique, on sortait une kalachnikov. C'est dans ce contexte que, précisément, l'Organisation de l'Unité africaine a pris ses responsabilités, sous l'impulsion de certains chefs d'État, après les massacres de Berango, pour prendre ce qu'il a été convenu d'appeler la décision 115. La décision 115 a été prise lors du 16e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'OUA, tenu à Monrovia, au Libéria, du 17 au 20 juillet 1979. Que dit la décision 115 ? Elle est à la base de la naissance de la charte africaine que j'ai ici avec moi. Elle enjoignait, cette décision 115, elle enjoignait le secrétaire général de l'OUA de mettre sur pied un groupe restreint d'experts de haut niveau afin d'élaborer, je cite, un projet de charte africaine des droits de l'homme et des peuples avec, entre autres dispositions, la création d'organes de mise en œuvre en matière de droits de l'homme. Et c'est à Dakar, la capitale du Sénégal, sous la présidence de Léopold Sédar Senghor, que donc Dakar serait choisi pour abriter une rencontre historique, la rencontre historique de ces experts africains de haut niveau. Cette rencontre s'est tenue du 28 novembre au 7 décembre, une dizaine de jours, 1979. Le président Senghor, j'aimerais, Madame la Présidente, si le temps me le permet, lire Senghor. Qu'est-ce qu'il dit à ces experts qui avaient cette décision 115 émanant des chefs d'État? Il leur dit ceci. L'Europe et l'Amérique ont conçu leur système de droit et de liberté en se référant à leur civilisation commune, à leurs peuples respectifs et à certaines aspirations spécifiques. Nous autres Africains, disait Senghor, nous ne devons ni les imiter, ni rechercher l'originalité pour l'originalité. L'originalité pour l'originalité. Il nous incombe de faire preuve d'imagination et de compétence. Parmi nos traditions, disait Senghor, celles qui sont belles et positives pourront nous inspirer. Celles qui sont belles et positives pourront nous inspirer. Vous devrez donc avoir toujours présentes à l'esprit nos valeurs et les besoins réels de l'Afrique. Fin de citation. Refléter et prendre en compte les réalités africaines
pouvait comporter un risque. Le risque de basculer dans la tentation de produire une charte sur les droits de l'homme africain. Le président Léopold Sédar Senghor le subodora. Et lors de cette séance, il poursuivra son propos en disant ceci, je le cite, « L'humanité est une et indivisible, une et indivisible. Et les besoins fondamentaux des humains sont les mêmes partout. » Fin de citation. En lisant le préambule, tout est dans le préambule de la charte. Toute la pensée de Senghor est dans le préambule de cette charte. Je n'ai pas le temps ici de parcourir le préambule de la charte, peut-être que pendant le débat nous le ferons, mais les juristes considèrent que cet instrument, cette charte, est un instrument régional. En parlant de tradition africaine et des valeurs de civilisation africaine, en parlant d'enracinement dans les valeurs de civilisation négro-africaine et d'ouverture sur le monde et de féconder par les apports fécondants précisément de notre civilisation le banquet de l'universel, l'Afrique donc a porté sa part, sa pierre à l'édifice mondial. Et lorsqu'il parlait aussi d'interdépendance, des droits de l'homme, ou de conception extensive des droits de l'homme, il y a dans ce texte une conception extensive des droits de l'homme. Et c'est l'un des rares textes. Mais Senghor parlait aussi d'indivisibilité des droits de l'homme. Léopold Sédar Senghor, en un mot comme en 100, s'est fait le chantre de l'universalité et de l'enracinement de la charte dans les valeurs de civilisation africaine. On y retrouve sa touche, la touche senghorienne, on y retrouve aussi sa sensibilité. Il avait une sensibilité à fleur de peau. Senghor était aussi quelque part un écorché vif. Le poète subtil qu'il était a donc donné à ce texte et à ces grands juristes comme Kéba Maï, qui l'ont écrit, ce texte, comme Ibrahima Fall, le professeur Ibrahima Fall, mais aussi le professeur Ibrahima Fall, membre de l'Association internationale des juristes démocrates, mais aussi au juge Youssef Ndiaye, président de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, à ce texte une touche personnelle. Le débat, évidemment, la question me sera posée, mais j'anticipe sur la question, ou si elle ne m'est pas posée, je l'ouvre. Le débat sur le relativisme culturel a fait rage à l'époque. Certains ont même considéré que ce texte n'était pas un texte universel. Nous n'allons pas l'ouvrir ici, Madame la Présidente, mais lors de la commémoration des 200 ans de la charte internationale, la charte universelle des droits de l'homme, 1789-1989, la charte africaine a été visitée par un parterre de juristes qui ont considéré que dans la démarche universelle, eh bien, la charte africaine apporté un renouveau. 36 ans après, c'est vrai, cette charte a pris quelques rides, et qui n'en a pas pris, mais cette charte continue, Madame la Présidente, à exister. Et nous continuons à en exploiter les ressources. Nous sommes en train, en ce moment, de préparer des lignes directrices sur les violences sexuelles sur le continent africain. Lorsqu'elles seront approuvées,
le Maroc aussi aura à appliquer ces lignes directrices. C'est grâce à la charte africaine que nous pouvons le faire. C'est grâce à la charte africaine, cette même charte que Senghor et d'autres ont voulu, que nous avons une Cour africaine de justice et de droits de l'homme qui juge. Et je veux faire ici le plaidoyer auprès du Maroc. J'aimerais que le Maroc fasse la déclaration qui permettra aux citoyens et aux citoyennes du Maroc, du Royaume, ainsi qu'aux ONG, d'aller devant cette Cour africaine de justice et de droits de l'homme. La Tunisie vient de le faire il y a à peu près 10 jours. C'est le premier pays du Maghreb qui vient de le faire. Et j'espère que le royaume chérifien emboîte le pas à la Tunisie de Bourguiba. Il a été beaucoup question de francophonie. Merci, professeur. Je le rappelais, merci Madame la Présidente, je le rappelais tout à l'heure, Monsieur l'ambassadeur du Niger, la francophonie en Afrique, c'est vrai que c'était Léopold Sédar Senghor, mais c'était aussi Amani Diori, c'était aussi Habib Bourguiba. C'était cette troïka qui a représenté l'Afrique au moment de la naissance de ce qui est devenu l'Organisation internationale de la francophonie. Un petit mot pour le président Abdou Diouf par rapport à cette charte, un hommage au président Abdou Diouf. Pour terminer, Madame la Présidente, si vous le voulez bien, c'est sous la présidence d'Abdou Diouf que cette charte a été adoptée. Un 27 juin 1981. Je n'ai pas eu le temps de faire une frise chronologique. C'est sous sa présidence. Et il a été, sous sa présidence en exercice, il a sillonné l'Afrique pour que cette charte puisse entrer en vigueur en 1986. C'est ce Senghor-là et ses épigones, Kebambaï, Abdou Diouf, Youssouf Ndiaye et d'autres que nous aimons. C'est le Senghor du pluralisme démocratique que nous aimons parce qu'il considérait avec nous que la démocratie est pluraliste et respectueuse des droits de l'homme. Mesdames et messieurs, infiniment merci pour votre très aimable attention.